Et puis, Bonjour à tous, à toutes. oui, bonjour. Donc, on accueillera les suivants au fil de l'eau. Mais on va commencer à parler du sujet du jour, qui est donc la conduite du changement dans les projets achats, qu'on va présenter conjointement avec Nomor, solution d'adoption de plateforme digitale. Et donc avec moi, pour me représenter, Benoît Mérouz. Je travaille chez OJC depuis bientôt 9 ans, 90% sur des projets d'implémentation de solutions achats pour des grands groupes. Et Patrick, si tu veux te présenter. Avec grand plaisir. À nouveau, bonjour à tous et à toutes. Moi-même, je suis le directeur commercial et marketing de Nomor, que j'ai rejoint il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Nomor est un éditeur français qui, depuis 20 ans, accompagne les grandes entreprises, les ETI et maintenant les éditeurs de logiciels dans ce qu'on appelle au sens large la formation et l'adoption digitale des logiciels métiers ou collaboratifs. Et donc, j'ai le plaisir avec Benoît d'animer ce matin ce webinaire et de répondre à toutes vos questions. Alors, on va peut-être commencer. Benoît, tu avais quels sont les sujets que nous allons traiter ensemble ce matin? Oui, je m'aperçois que c'est pas le bon slide que je diffuse, pardon. Il faut aller prendre le bon. Alors, pendant que Benoît cherche la bonne présentation, on a articulé cette prise de parole en 4 grands sujets. Le retour d'expérience de JC en matière d'accompagnement au changement sur des projets d'achat. Quels sont les enjeux majeurs et en particulier l'adoption digitale des utilisateurs est-elle un enjeu majeur? Comment, troisième volet, OJC se propose d'accompagner les projets en matière de conduite du changement, si tant est que ce soit un sujet dans le sujet en particulier, et puis comment aujourd'hui les entreprises, et en particulier OJC, ont décidé d'accompagner avec des solutions novatrices ce chantier de la conduite du changement. Voilà ce que l'on vous propose d'aborder, que je viens de résumer ici, Benoît. Tout à fait. Merci, Patrick. Donc, si on prend le premier sujet, Benoît, au vu des 15 ans d'expérience d'OJC, au vu des 50 projets achats sur lesquels OJC est déjà intervenu, est-ce que vous avez quelques enseignements à nous partager en matière de retour d'expérience sur la conduite du changement dans ce projet d'achat? Et donc, oui, exactement. Sur les projets sur lesquels on a travaillé, on n'a pas toujours été impliqué dans la conduite du changement, mais au fil des 50 projets, on a quand même un constat, enfin, on arrive à faire une analyse des différents projets qu'on a rencontrés. Spécifiquement dans les achats, on est généralement sur des projets dits de digitalisation. C'est-à-dire que les clients étaient avant utilisaient le papier ou alors le mail et des feuilles Excel pour communiquer et pour collaborer. Et on vient avec une solution achat pour mettre ça sur une plateforme qui va donc historiser tout ça et être l'outil de collaboration. Mais en termes de changement, c'est évidemment un gros changement que de passer du papier à une solution digitale. Et de là, dans les achats, on découpe surtout deux types de projets très différents en termes de conduite du changement. Donc les projets de sourcing to contrat. On a justement Philippe côté Sagemcom qui est là aujourd'hui. C'est le cas un peu d'école sur les plateformes de sourcing to contrat dans les achats où avant, ces clients utilisaient le mail et puis des feuilles Excel. C'est peu d'utilisateurs internes, c'est une cinquantaine de personnes, même aux achats, c'est peut-être moins, qui communiquent avec des centaines, voire des milliers de fournisseurs. Donc eux, ils savent exactement ce qu'ils veulent en termes d'outils. Et c'est plutôt les fournisseurs qu'il va falloir convertir à cette utilisation de grille Excel qu'ils avaient avant et de mail, à cette plateforme maintenant en ligne à laquelle il faut qu'ils pensent à se connecter.
Donc, c'est ouais, ça, c'est le premier profil de projet qu'on voit. Et le deuxième, c'est les projets P2P, où bon, là, on retrouve à peu près la même population de fournisseurs, avec quand même moins d'actions, puisque les écrans sont moins complexes sur la partie P2P pour les fournisseurs. Mais par contre, les utilisateurs internes sont très nombreux, c'est en milliers, voire en dizaines de milliers, euh, qui aussi peut-être avant passaient par du papier pour faire des demandes d'achat une fois tous les 3 mois, donc une utilisation occasionnelle, et qui là vont devoir passer sur un outil sur lequel ils vont se connecter toujours pareil, une fois tous les 3 mois, mais en termes de changement et d'adoption utilisateur, c'est pas trivial. Et Benoît, au fil des projets sur lesquels vous êtes intervenu, finalement, quand vous prenez un projet chez le client A, puis un projet chez le client B, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même méthode que vous déployez ou vous rencontrez toujours les mêmes problématiques ou est-ce vraiment différent d'un client à l'autre? Et alors, en termes de ce qu'on constate opéré par les clients, il y a évidemment des spécificités très différentes. Donc, quand on adresse que des fournisseurs qui sont aux 4 coins de la planète, euh, il faut que ce soit simple pour eux, le plus simple possible, parce qu'on ne peut pas former des gens dans des langues différentes. On est obligé aussi de personnaliser le contenu parce que les règles métiers qu'on implémente sur les solutions achats sont toujours très personnalisées par rapport aux besoins du client. Donc il y a toujours c'est pas des solutions sur étagère qu'on met à disposition avec des supports de formation qui sont déjà là. Donc il y a toujours quand même un travail de formation qui est pas évident. Et donc quand on a beaucoup de fournisseurs aux quatre coins du monde, il y a la barrière de la langue, la barrière des fuseaux horaires. Qui fait que c'est pas évident et qui fait donc s'adapter. Sur les projets P2P où on a beaucoup de gens, là, on va aussi essayer de faire simple, mais on va avoir généralement une zone géographique, généralement plus restreinte. On a rarement des clients qui sont dans tous les pays du monde en termes d'implantation d'usines. Et de tout ça, ce qu'on constate, c'est que la qualité de l'adoption est très variable. Pourquoi? Parce que chaque client va aborder la conduite du changement à sa façon et va surtout avoir alloué un certain budget ou avoir des pratiques internes, elle va être plus ou moins mûre sur la conduite du changement et ça se ressent à la fin. Donc, on a des projets où c'est très négligé dès le début par le client parce qu'il considère que normalement ça va être simple et donc à la fin, l'adoption peut être difficile. Au contraire, à l'opposé, on a des projets où le client va, en amont du projet, même faire des bandes annonces comme si c'était un nouveau film qui allait sortir au cinéma pour annoncer, voilà, le 1er février 2023, soyez prêts, il y a la nouvelle plateforme qui arrive, enfin, qu'on attend, euh, voilà, dont on a déjà parlé, on était en appel d'offres, etc. Avec aussi en impliquant des experts en ergonomie qui vont du coup s'assurer que l'application est conforme au reste du système d'information de l'entreprise pour être sûr que l'adoption soit la meilleure possible. Donc on a ces deux extrêmes et donc c'est ce qu'on constate, qu'il y a une adoption qui est très très différente d'un client à l'autre. Oui, donc en fait, tu nous parles d'adoption en particulier qui semble être un des enjeux majeurs dans le cadre pour réussir un projet de mise en œuvre d'un nouveau SIHA ou voire par expérience de notre côté dans le cadre d'une mise à jour majeure. Euh, donc c'est un sujet sur lequel peut-être on peut zoomer particulièrement. Qu'est-ce que l'adoption digitale? Quelle est la définition et quels sont les enjeux de l'adoption Et oui, digitale? donc en fait, je te retourne la question. Vous, Nomor, comment vous définissez l'adoption des utilisateurs? Oui, alors c'est comme toi tu le mettais en exergue parce que par expérience sur vos différents projets. De la même façon, les projets sur lesquels nous avons intervenu de notre côté ou sur lesquels nous intervenons à vos côtés démontrent que la, les équipes internes chez les clients sont au centre et au cœur de la réussite du projet. C'est par eux que passe l'adoption euh, des utilisateurs. Alors, à quoi est-ce que l'on peut mesurer cette adoption? L'enjeu majeur que l'on a et que vous rencontrez certainement aussi, c'est de faire comprendre et accepter le changement à ces utilisateurs, aux futurs utilisateurs.
En fait, c'est la fameuse courbe d'apprentissage qui consiste à communiquer, informer, expliquer, donner du sens à ce en définissant les objectifs et les moyens que l'on va y parvenir. L'objectif, c'est de lever les craintes et les réticences. Comment? En formant, en cherchant à faire adhérer, ensuite à faire engager et faire en sorte que les early adopters des nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux processus concourent à être les promoteurs de la solution pour contribuer à entraîner les autres. La question, c'est comment est-ce que l'on mesure ça? Alors, on peut mesurer, comment on mesure la réussite de l'adoption des utilisateurs? Alors, on peut le mesurer bien sûr par les bruits de couloir, mais plus sérieusement, le plus simple à mesurer, c'est par l'abandon des méthodes et des outils qui étaient utilisés jusqu'à présent. Si on constate qu'il y a un retour en arrière vers ces outils-là, on peut s'interroger sérieusement. Et puis, on peut le mesurer également au travers de l'écho que peuvent en faire les key promoteurs, les promoteurs qui sont les moteurs en fait de cette transformation parce que étant les premiers à avoir adopté les nouvelles fonctionnalités, de nouveaux processus et en entraînant les autres. Alors attention parce que si effectivement on ne réussit pas ce onboarding ou qu'on loupe le onboarding, cela peut avoir de graves conséquences. Si on regarde en particulier côté des utilisateurs, c'est-à-dire les premiers concernés, les risques encourus sont évidents. Je ne sais pas si vous connaissez certains d'entre vous, mais en tapant dans le chat GPT aujourd'hui, il suffit de taper quelles sont les conséquences d'un mauvais onboarding et immédiatement, le chat GPT va nous sortir des phrases les unes derrière les autres. Les conséquences d'un mauvais onboarding, c'est une baisse de la productivité des employés. Autrement dit, les employés qui ont subi un mauvais onboarding, ils vont avoir des difficultés à comprendre leur rôle et leurs responsabilités. Et donc, ça va entraîner une baisse de la productivité. La deuxième conséquence, c'est que les employés qui ont mal été onboardés peuvent ne pas être à l'aise, ne pas être engagés dans la nouvelle mission qui leur est proposée, les nouvelles tâches, et donc être susceptibles de quitter l'entreprise rapidement. Donc, autrement dit, on peut avoir assister à un turnover élevé. Et puis, troisième, je vais m'arrêter à la troisième, mais évidemment, un onboarding qui serait loupé entraînerait un manque de motivation et d'engagement de la part des salariés. La combinaison de ces facteurs, en fait, peut avoir des conséquences significatives, non seulement sur le calendrier du projet, sur les coûts du projet, sur les charges additionnelles inhérentes. Et tout cela va constituer rapidement un cercle vicieux face auquel le chef de projet, l'équipe projet client vont passer beaucoup de temps pour essayer d'inverser la courbe, là où ils devraient passer du temps sur l'optimisation des processus métier-achat. Okay. Et donc, dans la mesure de l'adoption, là, tu parles beaucoup des utilisateurs internes. Quid des fournisseurs? C'est peut-être plus dur à mesurer ou comment on peut mesurer l'adoption des fournisseurs? Par définition, les fournisseurs étant effectivement externes, je ne veux pas dire que l'adoption est plus difficile à mesurer. Les fournisseurs eux-mêmes sont extrêmement demandeurs d'un accompagnement dans l'adoption des nouvelles plateformes et des nouveaux processus. Bon, je suis bien placé pour le savoir, puisque étant obligé d'aller travailler sur différentes plateformes clientes, donc en qualité de fournisseur, c'est plutôt compliqué et personnellement, mais je ne suis pas le seul, je suis plutôt favorable effectivement à des plateformes qui m'aident à naviguer rapidement pour trouver les bonnes informations ou loader les mises à jour de documents au bon endroit très rapidement en qualité de fournisseur. Une des façons de le mesurer, c'est effectivement de définir avant le projet, que ce soit pour les utilisateurs, mais en particulier également pour les fournisseurs, des KPI, des critères de mesure qu'on appelle évidemment SMART, c'est-à-dire qu'ils soient quantifiables à la fois qualitativement et quantitativement, de manière, c'est-à-dire quel est le temps passé par un fournisseur pour se loguer et aller mettre à jour les 3 séries de documents qui sont régulièrement demandés trimestriellement, le CABIS, etc., etc. Combien de temps faut-il pour un fournisseur sur la plateforme actuelle avant une nouvelle plateforme
pour aller, par exemple, consulter l'état de règlement de ses factures et post-mise en production, un mois après, 2 mois après, regarder notamment ces KPI, refaire des mesures et les comparer. Évidemment, ça passe aussi, bien sûr, par des interviews qui peuvent avoir lieu avec les fournisseurs avant et après mise en place de la nouvelle plateforme pour mesurer l'écart et déterminer quelles sont les bonnes actions à mettre en œuvre pour continuer à l'accompagner sur la plateforme. Et c'est peut-être un peu ésotérique tout ce que l'on raconte parce qu'en fait, l'accompagnement des fournisseurs sur la plateforme est en train de parler, que ce soit utilisateurs et fournisseurs, d'accompagnement temps réel pendant et tout au long de l'usage de l'application achat. Et donc, c'est peut-être là-dessus qu'on va venir. Ceci étant, je ne sais pas si tu avais une autre question, Benoît. Non, c'était plus un commentaire là-dessus, c'est que du coup, effectivement, les KPI, dans les projets achats, on a souvent des KPI qui sont, on va essayer de monitorer le chiffre d'affaires qui passe par la solution achat. Ce qu'on veut généralement monitorer en premier, c'est quelle est la proportion d'achats sur l'ensemble des dépenses qui passent au travers de la nouvelle solution achat et ceux qui y passent pas. On va constater un pourcentage. Ça, c'est un peu global, mais il y a d'autres indicateurs qui peuvent être mis en place sur les solutions achats. Donc, typiquement, le temps de connexion des fournisseurs, si on est sur du P2P, le nombre de factures transformées par le fournisseur sur la plateforme achat plutôt que comparé aux factures qui sont toujours envoyées par les anciens canaux, typiquement le mail, voire au pire le courrier. Donc, il y a effectivement différents indicateurs comme ça qu'on peut mettre en place au début. Et c'est vrai que dans les solutions achats, on pense souvent plutôt au ROI. Alors, c'est évidemment important, hein, mais on ne pense pas forcément à mettre des indicateurs sur l'adoption, alors que c'est ce qui va faire sur le long terme que, quel que soit le ROI au bout de 2 ans, l'important c'est qu'il soit c'est qu'il soit bien meilleur encore 10 ans plus tard. Oui, et peut-être que tout ça, Benoît, est lié en effet, dans le cadre du projet, à la mise en œuvre et à une réflexion et à la définition des différentes étapes d'un accompagnement au changement structuré que OJC propose et souhaite continuer de manière stratégique à optimiser dans les différents projets sur lesquels vous êtes allé amener à venir. Quelle est aujourd'hui cette méthodologie que vous proposez à vos clients et que vous allez continuer à appuyer et à développer? Oui, donc ça fait pas si longtemps qu'on fait de la conduite du changement sur les projets achats. Et donc, mais donc encore une fois, à force de l'expérience sur les plus de 50 projets, on a mis en place, enfin, on a toujours été impliqué quand même, en fait, plus ou moins dans le changement. Euh, Évidemment, le sujet initial sur lequel on implique un intégrateur dans le changement, c'est la formation. C'est la troisième étape sur ce graphique. Mais le changement, il commence avant, il commence au choix de la solution et donc au début de l'implémentation, c'est étudier d'abord les impacts. Faire la liste, la cartographie des processus qui vont être modifiés et surtout des utilisateurs qui vont être impactés, que ce soit des utilisateurs internes ou des fournisseurs. À partir de là, on peut donc évaluer les besoins de formation, le besoin en termes de qualité, de contenu, de quantité, et définir la stratégie. On peut avoir des déploiements très simples qui vont se faire sur quelques semaines, voire ce qu'on appelle en mode Big Bang, dès la mise en production, tout le monde bascule dans la même semaine, ou des déploiements plus longs, parfois sur un an. Donc typiquement sur les projets de P2P, où on va venir activer des unités de l'entreprise mois après mois, avec du coup une formation sur site l'un après l'autre. Donc bref, on définit cette stratégie à partir de cette étude d'impact, et ensuite on exécute la formation. De base, tout intégrateur tel qu'OJC va forcément fournir l'équipe des formations qui vont bien, mais exécuter la formation, c'est pas que ça, c'est aussi opérer la formation directement auprès des clients ou trouver des moyens de formation, on va en parler après, euh, pour gagner du temps avec du e-learning par exemple ou autre. Une fois que ce déploiement est passé, une étape qui n'est pas toujours bien réalisée dans les projets achats, c'est la capitalisation. C'est vraiment faire le retour sur expérience de ce déploiement, ce qu'on appelle aussi célébrer les succès,
faire le bilan des indicateurs qu'on aura définis au départ et ancrer cette méthodologie de conduite du changement. Pourquoi l'ancrer? Parce que le but, encore une fois, c'est que l'outil soit utilisé le plus longtemps possible, qu'il ne soit pas remis en question chaque année, et que tout le monde l'utilise, y compris les nouveaux utilisateurs. Dans le P2 dans les solutions achat, on a des utilisateurs occasionnels, donc on va avoir besoin de leur rappeler que la plateforme est là et que les demandes d'achat, il faut les passer par la plateforme plutôt que de toujours aller voir son responsable à côté pour acheter du matériel. Et les nouveaux utilisateurs, il va falloir qu'ils aient le contenu pour pouvoir onboarder sans suivre une nouvelle formation en présentiel complexe. Le support après déploiement, c'est vraiment la fin de la conduite du changement, et ça, c'est ce qui va rester sur le très long terme, c'est d'être capable de capter, alors, évidemment, les remontées de bugs, ça, je ne vais pas parler de la partie maintenance, mais remonter aussi ce qui vient des utilisateurs qui peuvent avoir des bonnes idées sur comment améliorer la solution pour qu'elle réponde mieux à leurs besoins. On va avoir aussi des nouvelles versions qui vont arriver dans toutes les solutions digitales. Donc, à chaque nouvelle version, vient ces petits changements ou ces nouvelles fonctionnalités. Et donc, il faut être capable de continuer à communiquer avec les utilisateurs lors du cycle de vie du produit implémenté, de la solution implémentée. Je fais donc un zoom sur les différents moyens de formation. Chez OJC, historiquement, on a toujours fait le mode qu'on appelle train the trainer. On forme des utilisateurs ambassadeurs, key users, qui vont former les autres utilisateurs internes, voire les fournisseurs. Mais la formation, elle peut être aussi opérée par l'intégrateur sur site ou à distance. Avec le confinement, tout le monde est monté beaucoup en compétences sur le e-learning, être capable de proposer des kits de formation, même si c'est juste les supports de formation, mais on peut faire des supports aussi un peu plus faciles à lire que des présentations, que des slide decks qu'on met en ligne, donc avec des petites vidéos, des petits cartoons ou des mises en situation vidéo. Euh, Encore une fois, du coup, le service communication peut venir faire des rappels une fois tous les 6 mois. Voici la vidéo mise à jour suite à la nouvelle montée de version, je sais pas. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années dans les projets achats. Et donc les guidages et aides métiers, donc là, on va revenir à nos morts, qui du coup, encore une fois, vont permettre d'aller plus loin que le e-learning en guidant les utilisateurs directement sur l'outil. Oui, ce qu'on peut peut-être mentionner, souligner ici, c'est que OJC souhaite aller plus loin maintenant sur la partie capitalisation, enfin les deux dernières briques notamment de la méthodologie d'accompagnement, capitalisation et support. Et aujourd'hui, des plateformes et des outils permettent justement de renforcer cette démarche-là, notamment avec la partie e-learning, comme tu l'évoquais Benoît, des outils permettent aujourd'hui de faire très rapidement en fait des vidéos en créant en fait un parcours et en générant automatiquement une vidéo qui peut être utilisée soit directement sur l'application, soit par la direction de la communication, mais également au travers d'aides particulières directement en situation réelle de travail sur le logiciel d'achat. Donc, de quoi est-ce que l'on parle ici? Plus particulièrement, on parle de solutions DAP, Digital Adoption Platform, que sont des solutions qui viennent en superposition, une surcouche, si vous voulez, sur les logiciels, et en l'occurrence les logiciels achats, un marché qui a été défini et reconnu par le Gartner en 2019. Il a nommé le marché du Digital Adoption Platform, marché sur lequel Nomore évolue depuis 20 ans. Cela fait 20 ans, Nomore a démarré en proposant à France Télécom à l'époque cette solution Canao sur un logiciel. Aujourd'hui, Orange a déployé cette solution sur 110 logiciels différents, dont des logiciels achats. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une surcouche en superposition du logiciel achat ou autre qui permet en temps réel
d'aider l'utilisateur à réaliser ses tâches et ses processus comme une aide en ligne, mais c'est pour le coup dynamique. Autrement dit, si vous prenez la première fonctionnalité qui apparaît ici, guidage, le guidage va permettre, au travers de petites bulles, d'accompagner l'utilisateur pour faire plaisir une demande d'achat. Qui plus est que lorsqu'elle est occasionnelle, je ne sais plus comment il faut la faire, si je la fais une fois par mois ou une fois par trimestre. Et donc, je vais être guidé par des petites bulles qui vont me dire clique ici, clique là, renseigne telle information, regarde telle règle de gestion. Là, il faut faire attention ici, regarde telle vidéo au fur et à mesure pour m'amener jusqu'au bout. Et puis, à la fin de ce guidage, l'auteur, la personne qui a conçu cette aide, ce guidage, va pouvoir faire une demande de feedback, une demande d'avis à l'utilisateur. C'est ce que vous voyez en bas avec les petites étoiles, les 4 petites étoiles. Alors, ça peut être une demande de feedback sous forme d'étoiles, sous forme de smiley, sous forme de NPS ou encore sous forme de commentaires. Et ces commentaires, notamment, vont permettre et aider l'équipe projet à capitaliser sur post-mise en œuvre de la solution achat pour continuer à mieux aider l'utilisateur et à l'aider, par exemple, avec des bulles d'aide sous la forme de stickers. Ce qu'on a, vous voyez ici, il y a marqué stickers. L'idée, c'est de mettre à côté des champs, des icônes, de manière à baliser en fait et accompagner et apporter des aides supplémentaires. On parlait de bugs tout à l'heure. Chez Pôle emploi, qui utilise cette solution sur plus de 55 logiciels différents, ils ont mis des bugs, littéralement, des icônes sous forme de bugs à côté des champs pour dire ça c'est un bug, c'est référencé, c'est pas la peine d'envoyer, d'ouvrir un ticket au support, le support ne reçoit pas pour la millième fois la même requête, n'a pas à répondre à la requête, et 15 jours après, une annonce, ce que vous voyez ici, annonce, une image, par exemple, avec un texte libre, avec des boutons, apparaît au login sur l'application d'achat pour informer l'utilisateur. Cette nuit, une mise à jour a eu lieu. D'ailleurs, si vous voulez, on vous montre les nouveautés. Donc, c'est plus une vidéo à l'extérieur du logiciel, c'est plus un PDF à lire. C'est, si vous voulez, je vous montre les nouveautés qui ont été, ou les corrections qui ont été apportées cette nuit sur le logiciel achat. Cliquez sur le bouton et là, automatiquement, il va y avoir une espèce de vidéo ou à nouveau un guidage sans que l'utilisateur touche à la souris qui va lui montrer les nouveautés qui ont été apportées ou corrigées. Je peux, dans les phases, tout à l'heure, si je reviens en arrière, on parlait de onboarding, très important, je peux également proposer, comme vous voyez en bas à gauche, des parcours de onboarding personnalisés par profil utilisateur avec les différentes étapes qui vont lui permettre de comprendre et de prendre en compte les différentes étapes, par exemple, d'une demande d'achat jusqu'à la validation par le manager. Alors, évidemment, validation par le manager, il ne pourra pas le faire, l'utilisateur, mais on va lui expliquer l'ensemble du processus pour le onboarder et qu'il comprenne, lui donner du sens et lui montrer à quoi va ressembler ce qu'il aura à faire lui ou ce que devra faire derrière le manager qui validera la demande. Évidemment, côté utilisateur, c'est extrêmement utile et ça va accompagner l'utilisateur tout au long de leur vie, pas uniquement dans les 3 premiers mois suivant la mise en production du nouveau système d'achat, mais également Click, les fournisseurs qui, bénéficiant de leurs propres aides, vont pouvoir, par exemple, gagner énormément de temps et retrouver très rapidement comment suivre le règlement de leur facture par un simple guidage qui va les amener en 3 clics, clic ici, clic là, et hop, ils retrouvent la liste de leur règlement. Pour faire écho à ce qu'on voit donc sur les projets achats, c'est que évidemment les projets où c'est le plus utile de mettre une plateforme de digital adoption, d'adoption digitale, pardon, c'est les projets P2P où on a encore une fois potentiellement des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et du coup, c'est compliqué de former tout le monde. Et ça permet l'embarquement, c'est aussi des utilisateurs où il y a peut-être un gros turnover, donc tous les nouveaux, ils vont dès la première connexion, ils vont avoir ce parcours qui va être là et ça va vraiment simplifier l'adoption et la formation. Encore une fois, l'utilisation occasionnelle, hein, quelqu'un qui seulement une fois tous les 3 mois doit passer une demande d'achat, voire peut-être moins. Il y en a qui passent des demandes d'achat une fois par an peut-être. Donc, avoir ce guidage, on va pas ce serait dommage de devoir les former, ces gens-là, en fait, parce que ça coûterait cher de former des utilisateurs qui vont utiliser une plateforme une fois par an, alors que le guidage va correctement les aider à faire leurs demandes. Et les fournisseurs, ce qu'on constate, donc là c'est vraiment très propre aux achats, la plateforme achat pour les fournisseurs, c'est quelque chose qui peut être
vraiment très très important parce qu'on a des clients chez qui les fournisseurs se connectent uniquement pour être sûr que les factures, quel est l'état des factures, qu'il a bien avancé, qu'elles vont bien être payées sur le bon RIB, etc. Et on a des clients chez qui ça génère tellement d'appels qu'il y a des personnes qui sont mobilisées à temps plein juste pour répondre au téléphone aux demandes des clients. Donc avoir un portail en ligne, bon, c'est évidemment tout l'intérêt d'une solution achat, hein, d'ouvrir cette information-là. Mais encore faut-il guider les fournisseurs qui, un peu comme les acheteurs, sont des gens de côté externe chez qui peut y avoir un turnover. Ça va pas forcément être évident de tous les former. Et donc avoir ces guidages pour les aider à trouver l'information qui est réellement importante pour eux, pour les emmener directement au bon écran. Ça leur facilite la vie et donc ça réduit à la fin aussi encore le nombre d'appels au support. Alors, juste avant peut-être qu'on va illustrer les propos par une rapide vidéo, mais juste avant cela, le gros avantage de Kanao, c'est que il est indépendant, l'outil, la plateforme est indépendante de la R&D, du logiciel achat, enfin du logiciel tout court, métier, et il est à la main, en fait, il peut être à la main des équipes pédagogiques ou des équipes support. Autrement dit, ça veut dire que je peux le faire évoluer au fur et à mesure des remontées et des attentes des utilisateurs ou des difficultés rencontrées par les utilisateurs, qu'ils soient internes ou fournisseurs. Et donc, si on va regarder tout de suite une petite explication, un petit use case, une vidéo, c'est très simple, c'est une demande d'achat qui c'est un cas d'usage d'un guidage sur un logiciel type Evalua. En fait, ce qu'on va voir, c'est que la liste des guidages, on va utiliser un guidage. Bon, le guidage est proposé à l'utilisateur en fonction de l'écran sur lequel il se trouve. Cette vidéo d'une minute, elle va nous présenter un guidage pour saisir une demande d'achat catalogue. Et le guidage auquel l'auteur a donné le nom, c'est remplir un panier d'articles. C'est très rapide, ça va dire une minute. Donc, je vous dis ce qu'on va voir. On va voir que le guidage précise à l'utilisateur qu'il a le choix entre deux méthodes pour saisir sa demande d'achat, pour sélectionner les articles dans son panier. Ici, l'utilisateur a choisi la première méthode. Il va sélectionner une famille, puis des articles, et le guidage lui rappelle qu'il aurait pu utiliser les filtres. Le guidage montre dans ce cas ce qu'il doit faire, et on aurait pu s'arrêter là. Et puis, on pourrait très bien, on a fait un guidage comme ça. Et puis, au bout de quelques jours, on peut avoir des utilisateurs qui se manifestent en disant « Je suis toujours bloqué, il y a un message qui s'affiche sur Evalua, je ne le comprends pas, qui dit qu'il faut aller vérifier quelque chose. » Très rapidement, l'utilisateur, l'auteur qui a créé le guidage va pouvoir aller le compléter. C'est ce qu'on va voir ici dans le guidage. C'est qu'une fois que le panier est terminé, en fait, il y a un problème. L'utilisateur ne comprend pas de quoi il s'agit. Et le guidage va lui dire, ben voilà, pour corriger le problème, en fait, tu dois rajouter des frais de port parce que le panier est inférieur au seuil des frais de port. Donc, il faut que tu rajoutes les frais de port. Donc, c'est ce qu'on va voir. Tu peux peut-être maintenant lancer, Benoît. C'est très rapide. Ça dure une minute. Lançons un guidage. Demande d'achat, catalogue. Nommé ici remplir son panier d'articles. Le guidage m'invite à sélectionner une famille. Il me précise que j'ai plusieurs façons de faire. Je choisis la première méthode. J'ajoute maintenant des articles au panier. Il me précise que j'aurais pu utiliser le filtre. Mon panier est désormais créé. Je poursuis mon processus. Le guidage est intelligent. Il adapte la suite du guidage et au lieu de m'inciter à cliquer sur soumettre à validation, il m'informe que j'ai une anomalie et m'invite à la corriger. Si je ne tiens pas compte de sa reconnexion et que je clique sur soumettre à validation, il me confirme qu'il y a un problème et le guidage me propose de modifier et retourner dans le détail du panier pour le corriger. Voilà, je vous avais dit, c'est très court. Vous avez compris, en tout cas je l'espère, que le guidage, ce n'est pas l'intelligence en l'occurrence Evalua, ce sont les petites bulles bleues qui s'affichent au fur et à mesure du déroulement du processus. Ces petites bulles bleues qui ont été produites par un auteur, l'auteur pouvant être une personne en charge de la pédagogie chez le client ou bien produit par UJC. Ces petites bulles, elles peuvent être automatiques. Le déplacement de ces bulles peut être automatique en fonction de la manière dont l'utilisateur renseigne, choisit les articles, la bulle suivante avance, ou elles peuvent être à la main de l'utilisateur qui appuie sur un bouton suivant pour voir la prochaine étape.
Un guidage peut être démarré en plein milieu d'un processus, comme un GPS dans la voiture. Il peut être arrêté en plein milieu d'un processus et repris plus tard. Un guidage peut être cross-logiciel, c'est-à-dire de mon logiciel achat. Je peux passer dans un autre logiciel, le logiciel de la partie finance, et revenir dans mon logiciel achat. Donc, on peut faire ce qu'on appelle du cross-application. Voilà quelques exemples de ce que propose aujourd'hui une solution comme Kanao, qui est déployée aujourd'hui. Je vois qu'il y a M. Genestier qui participe à la présentation. Crédit Agricole a décidé de déployer cette solution sur les différentes caisses régionales. Benoît? Oui, donc Alors, la question. comment on met ça en place? Comment on met Knomore en place sur un projet achat? Alors, ce que l'on vient d'évoquer ensemble, peut-être ça paraît clair maintenant. D'un côté, OJC déploie une méthodologie d'accompagnement au changement. On a vu que dans cette méthodologie, il y avait, outre effectivement la définition des impacts, mais également ensuite toute l'ingénierie pédagogique, donc formation et ensuite capitalisation et support. Ce que l'on voit ici, c'est la partie avant mise en production, c'est la partie, on va dire, training, formation, comprenant, une fois que l'ingénierie pédagogique était faite de manière traditionnelle, ce qui se fait généralement, c'est que il est proposé aux utilisateurs des formations que moi je qualifie de classiques, traditionnelles, même si c'est des blended learning, sur lesquels nous, Knomore, avec le concours de OJC, à l'intention du client, nous pouvons proposer un complément, si on appuie sur le bouton, qui est une KStudio. KStudio, c'est un simulateur d'application. Je vais pouvoir cloner les écrans d'un logiciel comme Evalua, créer des exercices de formation totalement interactifs pour proposer une formation aux utilisateurs en distanciel, en présentiel ou en e-learning sur un clone de Evalua, c'est-à-dire comme si j'étais dans Evalua, mais sans être dans Evalua, autrement dit, sans avoir à maintenir une sandbox, une base école pour pouvoir former mes utilisateurs par la pratique. Parce que chacun sait que former en pratiquant permet d'obtenir ce qu'on appelle un taux de rétention de plus de 85%. J'augmente de plus de 2,5 le taux de rétention de mes utilisateurs en les formant par la pratique. Suez, par exemple, est en train de former ou va démarrer prochainement la formation de ses utilisateurs avec des exercices KStudio sur Evalua. Et puis, une fois que j'ai formé mes utilisateurs et que j'ai procédé à la mise en production de mon application, eh bien, ces processus sur lesquels je les ai formés mes utilisateurs dans le cadre de mes exercices KStudio, on va pouvoir les retrouver dans Kanao, en situation réelle de travail, sur un logiciel comme Evalua, où l'utilisateur qui a vu comment saisir une demande d'achat dans un exercice KStudio va retrouver le même processus, mais cette fois-ci en situation réelle, et va pouvoir être accompagné avec différentes bulles. Mon fournisseur qui n'a pas été formé, lui, on va lui proposer comment se loguer pour la première fois sur la plateforme. C'est rien à voir avec je veux me loguer, regarde la vidéo, regarde le processus, lis la règle, et puis après, en tant que fournisseur, essaie de te loguer. J'en ai expérimenté, je peux vous dire, c'est pas simple. Par contre, si effectivement j'ai un guidage qui me dit clique ici, clique là, fais ci, fais ça, et au fur et à mesure je suis guidé, je vais beaucoup plus vite et j'ai beaucoup plus envie d'aller retourner sur cette plateforme. Une fois que j'ai mis en place cet accompagnement, clic suivant, je peux continuer à accompagner mes utilisateurs qui, en train de travailler sur un logiciel comme Evalua, grâce à Kanao, vont pouvoir continuer à appeler des ressources, des exercices d'entraînement, des exercices de formation produits avec KStudio par exemple, ou des vidéos ou d'autres contenus qui seraient par exemple postés sur une LMS, autrement dit Learning Management System, autrement dit Kanao, c'est aller appeler des contenus postés sur une LMS, postés sur une gestion électronique de documents, postés sur un serveur pour les présenter à l'utilisateur en situation réelle de travail sans qu'il ait à quitter son poste de travail ou son logiciel d'achat. Et puis, ce que l'on constate maintenant de plus en plus, clic suivant, c'est que les utilisateurs vont utiliser, les clients utilisent Kanao dans la phase pilote, alors soit avant mise en œuvre de l'application, mais souvent une fois que l'application a déjà été mise en production. Lorsqu'arrive la nouvelle version, la V1, la V2, et qu'il procède tout naturellement à la recette de cette nouvelle version, les aides et les guidages qui auraient été mis en production sont basculés sur l'environnement de pré-production ou de recette. Donc, Kanao et les aides et les guidages sont basculés sur l'environnement de recette. Et à ce moment-là, les key users qui sont en train de tester la nouvelle version du logiciel achat, au passage, testent les aides. Ces aides sont testées et sont potentiellement
soit corrigés, soit complétés. Et donc, ça permet ensuite à la mise en production de la V1 ou de la V2 de disposer immédiatement des aides qui ont été également recettées au même moment en fait, que la recette de la nouvelle version. Enfin, tu as déjà donc pas mal parlé, mais c'est juste pour insister un peu dessus sur le côté mise à jour après du contenu, puisqu'on a des montées de version de la solution achat ou des améliorations à faire. C'est donc le client qui est capable de mettre à jour ces scénarios, enfin ces aides. Alors, si on parle effectivement de Kanao, la montée en compétence sur Kanao est extrêmement rapide, puisqu'il faut, selon les fonctionnalités, entre 2 à 3 jours de formation pour monter en compétence. En termes de mise à jour, en fait, nous avons, outre des statistiques dans Kanao, nous avons également un panneau qui calcule en permanence le degré d'altération des aides. Et donc, avec un fort degré d'altération, un degré d'altération moyen et rien à signaler. Et donc, les auteurs en Kanao vont pouvoir tout de suite zoomer sur les aides, que ce soit des guidages, des stickers ou d'autres types d'aides qui ont été altérées ou pas, de manière à apporter une correction. C'est en fait Kanao est certainement aujourd'hui une des solutions les plus robustes du marché. On a 5 stratégies pour accrocher les messages sur les écrans. Et donc, lorsqu'une nouvelle version arrive, en général, si c'est un déplacement de champ ou si c'est une recustomisation de l'écran, les messages qui étaient accrochés sur cet écran vont suivre la customisation. Donc, si le message était le champ était en haut à gauche et qu'il passe en bas à droite, le message accroché va suivre. On le voit d'ailleurs très bien lorsqu'on déplace un onglet, le message accroché à l'onglet suit en temps réel. Autrement dit, c'est uniquement s'il y a un changement de technologie, s'il y a eu des évolutions très importantes d'un point de vue UX, UI sur l'application, qu'il y a des grosses modifications. Mais la modification moyenne pour un auteur est environ 3-4 minutes pour corriger quelque chose qui aurait été altéré et continuer à le mettre à jour. Fort heureusement, il n'y a pas à tout refaire. C'est un cercle continu. Je vous reprends l'exemple tout à l'heure de Pôle emploi. Pôle emploi, ils servent 55 logiciels différents. Ils s'apprêtent à mettre Kanao sur leur site web externe à l'attention des millions d'utilisateurs. Et ils ont aujourd'hui 3-4 TP. C'est devenu un vrai métier, c'est ce que dit le Gartner. Ça va devenir et ça devient un vrai métier que d'aider l'utilisateur à les accompagner en temps réel sur les applications, en préventif plutôt qu'en curatif, comme on pourrait considérer un petit peu le support aujourd'hui. Okay. Et c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de projets d'implémentation, mais par contre, les références auxquelles tu as fait référence, ce sont souvent des clients qui ont déjà une solution. Donc, implémenter nos morts sur une solution qui est déjà en production, c'est évidemment valable. Mais on peut imaginer aussi que, dans beaucoup de cas, en fait, le client a déjà son support e-learning qui avait été réalisé lors de l'implémentation. Il met nos morts et donc il peut ne mettre en place que Kanao, qui fera alors référence à son contenu e-learning qu'il avait déjà réalisé. Absolument. Le simple fait de mettre Kanao sur un logiciel permet de multiplier par 100 le taux de lecture de l'ensemble des contenus qui ont été produits par l'entreprise. C'est ce que nous avons constaté chez HSBC. Et absolument, Benoît, les critères de décision pour mettre en place du Kanao sont au nombre de 3. Le premier, c'est effectivement dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau système d'information. Le deuxième, c'est dans le cadre d'une nouvelle mise à jour, notamment majeure. Et la troisième, qui est la combinaison en fait avec la deuxième, c'est dans le cadre d'une mise à jour majeure, complétée, corroborée par une expérience qui n'est pas très concluante sur l'accompagnement utilisateur sur les versions antérieures. Je prends le cas d'Airbus, ils ont décidé de mettre en place Kanao sur Workday, logiciel de RH, il y a 3 ans et demi. Ils avaient déjà Workday, 140 000 collaborateurs à travers le monde. Ils ont voulu faire à la fois plus de digital, plus d'économie d'un point de vue contenu, d'un point de vue pédagogique. Et donc, ils ont opté pour une solution de DAP, en l'occurrence Kanao. Aujourd'hui, c'est 300 guidages à l'attention des 140 000 collaborateurs en 4 langues à travers le monde. Un autre exemple, parce que nous ne sommes pas présents et nous ne travaillons pas que dans l'industrie privée, mais également dans le public. Si je prends Action Logement Service, aujourd'hui, ils ont déployé Kanao
sur 7-8 logiciels différents. Ils ont démarré au mois de août l'an dernier. Ils servent plus de 2000 utilisateurs sur des logiciels aussi divers qu'un portail SIRH, un logiciel de cotation ou un logiciel de gestion des temps, ou un logiciel tout simplement de finance comme Cégide. Si on prend un autre exemple comme Action Logement Service, l'ANRU, l'Agence nationale pour la réurbanisation urbaine, c'est typiquement le cas. Ils avaient eu l'occasion de mettre en œuvre 2 versions de leur application métier, qui est un développement spécifique, qui pour le coup est utilisé aussi bien par les collaborateurs internes que par les fournisseurs. Ils ont eu la bonne idée de faire une étude auprès de leurs clients et de leurs fournisseurs sur la manière dont ils les avaient accompagnés et comment ils utilisaient, avec quelle facilité ils utilisaient le logiciel aujourd'hui. Le retour d'expérience était plutôt pas forcément emballant. Et donc, ils ont essayé de trouver des solutions novatrices. Ils ont choisi de mettre KStudio et Kanao. Donc, ils ont proposé des formations à l'intention de leurs collaborateurs et ensuite des aides et des guidages avec Kanao. Et pour les fournisseurs, ils ont mis Kanao. Et derrière, eh bien, les études ont été extrêmement positives. Le taux de satisfaction est supérieur à 90% avec ce type de solution. Et ça fait maintenant, chaque année, ils renouvellent leurs abonnements sur ces solutions. Et ils ont internalisé la compétence en travaillant au passage avec un cabinet. Voilà pour, j'espère que c'est suffisamment clair. Oui, pour moi, merci en tout cas. On touche du coup à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a une quinzaine de minutes pour y répondre. Oui, bonjour, c'est Maxime Genestier pour Crédit Agricole. Je voudrais savoir si vous avez déjà déployé KStudio pour Evalua. Est-ce que vous avez déjà une référence client, s'il vous plaît? Alors, c'est ce que je mentionnais brièvement tout à l'heure. Suez s'apprête à former ses collaborateurs avec des exercices KStudio réalisés sur Evalua. Effectivement. D'accord. Et est-ce que cette application que vous mettez à disposition est assez proche de l'application réelle? Puisque vous savez bien que c'est une des limites d'Evalua, hein, qui est très paramétrable. Et c'est un reproche qu'on peut faire parfois, hein, un environnement théorique de formation. Est-ce que c'est assez proche de la vraie vie, si je puis dire? En fait, à chaque fois que nous intervenons chez un client, que ce soit sur KStudio ou sur Kanao, on a un tout petit travail, comme on l'a fait d'ailleurs avec la CAT, notamment, pour adapter ce que nous appelons nos connecteurs pour restituer 99,6, 100% du logiciel métier. En l'occurrence, ici, sur Evalua, c'est un des logiciels qui, avec KStudio, nous repliquons quasiment le mieux. Et donc, Monsieur Genestier, à l'occasion, je pourrais vous présenter des exemples de la réplique de Evalua. Au bout de quelques secondes, vous avez le sentiment d'être dans Evalua. On réplique tout. Très bien. Parce que vous l'avez évoqué, hein, et vous le savez, nous, c'est aussi la raison pour laquelle nous allons adopter nos morts là, pour Evalua, donc pour la partie achat, hein, au-delà de ce qui a été fait, comme vous l'avez mentionné, pour les conseillers en agence, c'est qu'il est très difficile, avec les multiples montées de version, de mettre à jour les supports. Hein. On était parti, comme beaucoup, avec des tutos. C'est compliqué, hein, de faire des tutos à jour avec des impressions écran up-to-date. Donc voilà, on s'interroge effectivement sur le fait de maintenir une formation classique, hein, qui est nécessaire, mais également d'apporter ces nouvelles solutions. Merci pour vos réponses. Je vous en prie. Ce qui n'est pas vrai forcément, je complète, Monsieur Genestier, ma réponse. Si on considère par exemple un S4HANA, par exemple, là, je vous répondrai en toute franchise que le taux de restitution de SAP S4HANA est bien moindre que sur d'autres logiciels. Mais là, on est confronté à une technologie type SAP. Les technologies dites clients lourds sont moins faciles à répliquer que des technologies web. D'accord. D'autres questions auxquelles nous pourrions répondre tout de suite ou ultérieurement?
Je dirais, Benoît, on a été extrêmement clair ou Je suppose. On a pas mal occupé le temps aussi, on arrive déjà à la fin en fait, on a peut-être un peu débordé. Donc non, bah, si personne n'a d'autres questions, on est bon pour aujourd'hui. comment le support, peut-être à l'attention des participants, le support sera mis à disposition par un moyen ou un autre? Benoît? Emma? Oui, alors en fait, moi j'ai enregistré le webinaire de ce matin et après je vais voir avec Olivier Julian et on réutilise cette vidéo pour les mettre sur nos réseaux sociaux ou si on diffusera juste aux personnes qui étaient présentes ou on verra encore pour l'instant. On ne sait pas trop encore comment on va s'organiser, mais l'idée était peut-être de le mettre sur notre LinkedIn. Très bien. Excusez-moi, peut-être une dernière question. Guillaume Brunet, pour Plastic Omnium. Vous l'avez peut-être dit au début et j'ai raté l'information. Mais donc, du coup, en termes d'intégrateur de cette solution, OJC est un partenaire préférentiel ou c'est vous, en tant qu'éditeur, que vous prenez la charge de la mise en place, la mise en œuvre? Alors, vous parlez de la partie achat ou de la partie Castudio Canao? Je suppose que vous parlez Castudio Canao. C'est au choix. Nous avons rencontré déjà Plastic Omnium il n'y a pas longtemps, enfin il y a un an et demi à nouveau il n'y a pas longtemps. C'est au choix, en fait. OJC est tout à fait en mesure de vous accompagner pour l'élaboration des exercices Castudio ou des aides Canao, tout comme vous-même pouvez décider de le faire avec vos propres équipes. Ou alors décider d'un commun accord avec OJC que OJC se concentre sur la partie achat et nous confie la partie production des contenus. C'est au choix vraiment, c'est sur mesure. Ok. On sait traiter les différents cas de figure. Très bien, merci. Je vous en prie. Ok. Merci, bonne journée. Au revoir. On conclut. Merci Benoît. Merci à tous. Merci à toutes. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne Bonne journée. Au revoir.